C'est parti, très bien. Alors effectivement, le bloc canal des adducteurs, moult littérature, doit-il remplacer le bloc fémoral? Alors, il y a une chose importante, on va tordre le cou tout de suite sur un élément fondamental, c'est nos pratiques et ce qui se passe aussi dans pas mal de nos pays. La mobilisation des patients après chirurgie majeure du genou. Comment ça se passe chez vous et dans d'autres pays. Ici, vous avez des collectifs importants, on a plusieurs milliers de patients. En Australie, sur votre droite, en Espagne de l'autre côté. À quel moment on mobilise réellement les patients qui ont une anesthésie, le plus souvent spinale, enfin rachis-anesthésie sans ALR, le plus souvent c'est de l'infiltration périarticulaire. Regardez un petit peu, en Australie, c'est 70% à J1. D'accord. Et ensuite, en Espagne, on a globalement pour les prothèses de genoux, ils marchent dans le meilleur des cas dans une structure avec une structure dite ERAS+, on va dire, avec tout ce qui est mis pour que le patient soit bien pris en charge, en gros 15 heures. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, la mobilisation qui est l'élément fondamental, parce que les chirurgiens avec les tutelles veulent qu'on aide nos patients, elle est finalement pas si immédiate que cela, même si on les met debout en salle de réveil. Et ça, ça tient à pas mal de choses, en particulier à un élément très important qui est l'analgésie qui va permettre la mobilisation. Ici, on est au Danemark, on n'a pas d'ALR périphérique, c'est de l'infiltration périarticulaire, avec peu importe l'étude, c'était des fortes doses de dexaméthasone versus une dose plus basse, on va dire. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que, en gros, un patient sur deux n'est pas capable de marcher sur le 5 minutes à J1 en post-opératoire. D'accord? Donc là aussi, et regardez l'extrême dispersion des scores EVA quand on voit à J1 le lendemain de l'intervention, que ce soit avec des 0,1 mg/kg ou 0,3 mg, pardon, 1 mg/kg ou 0,3 mg d'hexaméthasone. Vous voyez un peu les dispersions? Parce qu'en fait, on ne fait pas d'ALR chez ces patients-là, parce qu'on veut que de l'infiltration et on les mobilise difficilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on commence à s'approcher du canal des adducteurs? On a le bloc au triangle fémoral. Je vais le détailler un petit peu plus loin. Ici, ce sont des ligamentoplasties, donc pas les mêmes patients, parce qu'ils sont plus jeunes, en général plus sportifs, on va dire. Donc, on va comparer en fait un bloc au triangle fémoral avec une infiltration périarticulaire. On associe un IPAC qui a été détaillé tout à l'heure par Fabrice à ces patients. Qu'est-ce qu'on observe? Par exemple, finalement, on est mieux avec un bloc qu'une infiltration du genou isolé dans la ligamentoplastie de genou et on les mobilise de la même manière. Le genou, vous l'avez vu tout à l'heure avec Fabrice, je reviens là-dessus, c'est très important. Le genou, c'est une articulation complexe à 2 degrés de liberté et vous avez essentiellement du plexus lombal et vous avez surtout un nerf sciatique. Pour la partie antérieure du genou, ce qui va nous intéresser dans le canal des adducteurs, c'est finalement sur cet ensemble de nerfs du vaste médial, du vaste intermédiaire, du vaste latéral, mais aussi des branches géniculaires qui viennent aussi, qui partent de ces fameuses branches motrices, comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, Olivier, sur la loi de Hilton. Vous avez en jaune ce qui vient du plexus lombal, et vous avez en blanc ce qui vient du plexus sacré, on va dire. Donc déjà pour la partie antérieure du genou. Et la partie postérieure du genou, on va avoir essentiellement du territoire sacré, mais aussi un petit peu aussi du territoire obturateur. Le canal des adducteurs, c'est un conduit, canal de Hunter, on l'appelle, c'est identifié initialement comme ça, même s'il a d'autres noms dans la littérature. Ce canal, il démarre au moment où le bord médial du sartorius et le bord médial du long adducteur vont se croiser. Et il fait à peu près une dizaine de centimètres de long et il se termine au hiatus du canal des adducteurs. Dedans, de manière constante, on trouvera une artère, une veine, quelquefois plusieurs, et on trouvera le nerf saphène. Le reste, on ne trouve pas grand-chose et pas toutes les variations anatomiques qui ont pu être décrites. Et on peut retrouver une des branches du nerf du vaste médial, la branche postérieure, qui va passer dans un repli en fait, à la partie proximale du canal adducteur, d'accord, dans un petit repli dans sa gaine, il est séparé du canal des adducteurs. Autour, vous avez une membrane vasto-adductrice qui est beaucoup plus épaisse dans la distalité que dans la partie proximale. Elle est tendue. En fait, c'est une expansion qui vient du fascia latal le plus souvent et qui s'expand entre le long adducteur et le vaste médial dans la partie haute du canal adducteur. Et la partie distale, on a le grand adducteur et le vaste médial. On retrouve cette membrane qui est beaucoup plus épaisse. À ce niveau-là, on ne retrouve plus de branche qui vient du vaste médial, on retrouve toujours le saphène, et encore, souvent le saphène a donné des rameaux et traverse cette membrane vasto-adductrice pour sortir enfin, entre le gracile et le sartorius pour donner sa branche sartoriale et infrapatellaire. On peut trouver à ce niveau-là une expansion du
nerf obturateur, la branche postérieure du nerf obturateur, ici vous l'avez, dans cette partie-là, qui passe ensuite, qui traverse le grand adducteur pour ensuite aller à la partie postérieure du genou pour ne pas intéresser la partie médiale ni la partie antérieure, qui est une des parties les plus génératrices de douleur à la mobilisation. Pour finir sur cette coupe histologique, un article très intéressant publié récemment, où on voit ici vous avez la partie, on va dire, proximale du canal adducteur et la partie distale. Vous avez ici une coupe histologique avec les vaisseaux, le nerf saphène. Vous avez ici la membrane vasto-adductrice, la partie fine, je dirais, de l'expansion du fascia lata entre le long adducteur et le vaste médial. Et on retrouve bien ici, quand on regarde à plus grande échelle, petite échelle, on voit bien la séparation entre le nerf du vaste médial et le reste du contingent qui contient que le nerf saphène. Dans la partie distale, il n'y a plus de nerf vaste médial que du nerf saphène. Alors, quand on regarde un petit peu les choses en littérature, ce qui est impressionnant, c'est la production. J'ai tapé simplement méta-analyse canal adducteur, méta-analyse bloc fémoral. 74 papiers pour le bloc fémoral, pour l'adducteur, et plus de 100 pour le bloc fémoral. Comment peut-on avancer sur « je veux les faire mobiliser, je veux les faire partir le plus rapidement, mais je veux mettre… » Mais à quel curseur on va se mettre pour reprendre un peu ce qu'a évoqué tout à l'heure Fabrice. Mais est-ce que la question, finalement, est mal posée? C'est peut-être l'essentiel de la question. Pour la flexion du genou et l'extension, on va dire la mobilisation du membre inférieur, dans notre situation, effectivement, il faut bien reprendre quelques méta-analyses, même si ça peut toujours être sujet à caution quand on interprète les données de ces méta-analyses. Le canal adducteur a un intérêt, c'est que ça permet de mobiliser le patient et de préserver la fonction motrice, effectivement, en post-opératoire. Vous avez ici la capacité ici sur la contraction isométrique et le MMT, qui est un autre test pour évaluer la contractilité du quadriceps, qui est plutôt en faveur, effectivement, du canal adducteur par rapport au bloc fémoral. Et quand on regarde ici, vous avez ici le risque de chute, qui est là aussi, par contre, pas de différence entre le canal adducteur et le bloc fémoral. On a une préservation de la motrice, de l'extension, mais vous savez que les patients post-opératoires, ils ont très souvent des attelles réfrigérées. La mobilisation est difficile. Ils sont souvent, dans le cas des prothèses de genoux, plutôt avec des IMC assez élevés, avec des mobilisations qui sont à envisager dès le préopératoire. J'en reviendrai un petit peu après, à la fin de cet examen. Le problème, c'est que l'initiateur arthrogénique du genou, que vous fassiez un bloc ou pas de bloc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand vous récupérez au cours des ligamentoplasties de genou, il se passe un processus naturel et physiologique qui est une inhibition arthrogénique du quadriceps, qui est un mécanisme spinal et supraspinal, que vous ne pourrez pas contrecarrer quoi qu'il se passe, et que vous fassiez une infiltration ou en bloc. Mais quand on est sur un canal des adducteurs à votre droite, on est dans un tuyau, avec un petit nerf saphène. Quand vous êtes au niveau d'un fémoral, vous êtes ou triangle fémoral, vous êtes au contact de structures nerveuses. Ce n'est pas la même chose. Ce qui est intéressant, c'est pour ces ligamentoplasties, que vous ayez un bloc, un adducteur, un bloc fémoral. À 3 mois, la capacité de récupération, c'est un test qui explore la contractilité du muscle quadriceps, en fait, par rapport au côté opéré versus le côté non opéré. Ça, c'est des objectifs qui sont fixés à 3 mois et à 6 mois en extension. On retrouve qu'il n'y a pas d'impact de ces blocs, qu'une inhibition, elle est quasiment naturelle et qu'elle évolue progressivement avec le temps, avec la kinésithérapie en particulier. Mais ce qui est important, c'est quand vous regardez un petit peu le bloc fémoral, est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est plus analgésique que le canal adducteur? Une petite série, randomisée, contrôlée. Ce sont des patients qui ont une prothèse de genou, donc plus délabrante que le ligamentoplastie du genou. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont un cathéter au canal adducteur. Ils ont une chirurgie avec un IPAC aussi associé. Et en post-opératoire, on attend qu'ils montent un peu en température, si je puis dire, au niveau douleur. Et dès qu'ils ont 5 minimum de VA, on leur fait un bloc fémoral ou un bloc placebo, on va dire. Qu'est-ce qu'on observe? Ceux qui ont eu le bloc fémoral, ils ont l'épargne. Tout rapidement, ça les soulage. Donc, alors que le cathéter est toujours en charge. Le cathéter canal adducteur est toujours en charge. Donc on se pose la question, tiens, peut-être que tout ce qui vient en amont est intéressant. La proximalité est peut-être intéressante pour l'analgésie. Ici, vous avez 3 stratégies qui ont été proposées. C'est publié en anesthésio. 3 groupes. On a scindé le canal adducteur en proximal, médial, distal.
sur des données échographiques et non pas des mesures, et non pas du mid-tight. Qu'est-ce qu'on observe? On fait donc, vous avez le processus qui est utilisé, c'est de l'injection unique avec un mélange acétique local. L'objectif, c'est les opiacés H24 et la contractilité une demi-heure après le quadricipital, après le bloc. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que l'objectif, il est obtenu en fait dans le proximalité. Quand vous faites un bloc proximal, vous serez toujours mieux qu'un bloc distal sur le critère du jugement principal, opiacé, sans altération de la force motrice quadricipitale par rapport au bloc distal. On a une amélioration aussi des scores de douleur dans la partie jusqu'à la 6e heure post-opératoire. Ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, Olivier. Il y a un effet naturel non rebond, c'est pas le rebond, c'est la durée d'analgésie d'un mélange qui est utilisé ici avec la 0,5%. Il y a une pharmacocinétique. Et il y a moins de nausées-vomissements post-opératoires, puisqu'on est dans l'épargne. Donc là aussi, la proximalité, dans cette étude bien faite, bien réalisée, sur un bon collectif, avec un calcul d'effectifs bien réalisé, et sur des données échographiques. On n'a pas mesuré la cuisse pour détailler le point de ponction. C'est ce que je voulais dire dans cette étude, qui retrouve aussi que le proximal, c'est mieux que le distal pour un cathé au canal adducteur dans la chirurgie de la prothèse de genou, plus petit effectif. Là, il n'y a que 2 points de ponction. La différence, c'est que globalement, dans ce papier, ce n'est pas un canal adducteur qu'ils ont fait, c'est un bloc au triangle fémoral, puisqu'en fait, ils ont utilisé un point de ponction qui est beaucoup plus proximal et qui est hors du canal des adducteurs. Donc là aussi, quand vous regardez les papiers, regardez comment ils ont réalisé cette étude, parce que ça sort un petit peu du cadre quelquefois. Là aussi, canal des adducteurs vers proximal, médial, distal, on ne retrouve pas les mêmes choses que tout à l'heure, on retrouve même à la limite un bénéfice même à J2 en post-opératoire avec le canal, enfin en tout cas la distalité par rapport à la proximalité dans le canal des adducteurs. Mais par contre, dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé la mesure entre l'épiniaque antéro-supérieure et la base de la patella, et ils ont pour déterminer la partie proximale. Et probablement qu'ils étaient déjà aussi dans le triangle fémoral. Et il n'y a pas de validation du cathéter à écho à J1, J2. Ça se mobilise, les cathéters. Ça ne peut pas forcément rester en place, et ça, c'est toujours une cause d'échappement. L'imprécision du site de ponction, et il y avait une infiltration pérope qui était associée, qui va forcément atténuer les 24 premières heures. Le cathéter, grand axe, petit axe en canal adducteur. On a un cathéter qui est inséré ici, là vous le voyez ici en petit axe par rapport au canal adducteur, plutôt en proximalité. Une étude propose de le faire soit en grand axe, c'est-à-dire suivre le canal de Hunter, ou alors le faire en petit axe. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que la persistance du cathéter dans bon positionnement à J2 est plus importante dans le grand axe que le petit axe. On pouvait le deviner, mais en tout cas il fallait le montrer, c'est intéressant. Mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a aussi la flexion en fait est améliorée quand le cathéter est maintenu en bonne position par rapport à quand il est finalement moins bien maintenu, et les scores analgésiques sont aussi améliorés. Donc si on veut mettre un cathéter en canal adducteur, plutôt privilégions un abord proximal et sur un grand axe. Alors on peut aussi proposer, les comparaisons ont été faites sur un bloc fémoral très proximal sous le ligament inguinal, un triangle fémoral, c'est-à-dire un petit peu plus bas au-dessus de la naissance du canal adducteur, et un canal adducteur. Qu'est-ce qu'on observe? L'objectif ici avec le bloc fémoral effondre la contraction quadricipitale, c'est une évidence, on l'avait déjà vu, mais ça, la préservation n'est pas bonne. Par contre, le bloc de triangle fémoral préserve de la même manière que le bloc canal adducteur. Les opiacés sont réduits avec le bloc fémoral, certes, mais la mobilisation, la durée de séjour et le TOC test sont non significativement différents dans les 3 groupes. Donc, quelle stratégie proposer finalement dans tout ça? Une méta-analyse intéressante, il y en a beaucoup. Celle-là, c'est une des dernières proposées. Est-ce qu'un cathéter des canaux adducteurs est mieux qu'une injection unique? Pas de différence. Alors, pas de différence, ça veut dire quoi? Pas de différence, ça veut dire sur l'objectif principal qui était les opiacés sur les 48 premières heures et la douleur sur les 48 premières heures. Et même plus de problèmes liés au cathéter, au maintien de ce cathéter dans le canal des adducteurs, malgré la position, et ça c'était lié surtout à cause du pansement aussi en particulier. Alors le groupe Prospect a plutôt garde le canal adducteur comme une solution thérapeutique associée ou non à une infiltration périarticulaire, et même l'arachimorphine d'ailleurs. Et ils excluent le bloc fémoral et le sciatique. Et une partie de ces auteurs d'ailleurs ont participé à un deuxième papier, je vous l'ai mis en dessous là, ce sont des chirurgiens, se posent même la question de l'intérêt de faire un bloc nerveux périphérique dans la chirurgie du genou. Je rappelle quand même que une analyse sur plus d'1 million de patients retrouve un bénéfice sur la morbidité respiratoire, les troubles cognitifs,
La transfusion, la durée de séjour, en soins intensifs en particulier, quand on fait un bloc nerveux périphérique dans la chirurgie majeure du genou, ça c'est quelque chose qui aussi est très important. Pour les méta-analyses, ça complète la méta-analyse que Fabrice a évoquée tout à l'heure pour la prothèse de genou, ça c'est les ligamentoplasties de genou, méta-analyse en réseau. Ce qui est le succès ALR versus analgésie systémique, là aussi le champion c'est l'ALR par rapport à l'analgésie systémique pure, et que le critère principal qui était opiacé à H24, ici vous avez dans la relevance clinique, c'était 30 mg de kémomorphine per os. Il est obtenu uniquement avec le bloc fémoral ou le caté fémoral, avec ou sans injection articulaire. Par contre, le bloc adducteur, il y a une épargne qui est possible, qui apparaît, elle est de 24 ici mg d'équivalent morphine, mais elle est inférieure au seuil de relevance clinique. Et que la meilleure stratégie pour la chirurgie du genou, c'était des ligamentoplasties. Pour obtenir une probabilité la plus élevée d'effet maximal, c'était le bloc fémoral ou un caté fémoral associé à plus ou moins une infiltration articulaire. Bien sûr, la mobilisation, pour obtenir la mobilisation, l'infiltration périarticulaire et le bloc, on retrouve là aussi une supériorité par rapport aux autres. Les nausées et vomissements, on retrouve le caté fémoral. Et la douleur cumulée, on retrouve le bloc fémoral ou le bloc au triangle fémoral. La proximalité semble quand même beaucoup plus judicieuse en pratique. Cette étude que Fabrice a évoquée tout à l'heure, c'est un quadribloc où vous avez un bloc proximal, donc fémoral, un sciatique, un bloc obturateur et un cutané latéral de cuisse, versus un bloc au triangle fémoral, un petit peu en dessous, associé à un IPAC. Ce sont des prothèses de genoux, ils sont randomisés, contrôlés, l'opiacé entre H0 et H48. Le bénéfice, n'est pas identifié parce qu'en fait, il n'y a pas de différence statistique dans les deux stratégies. Ce qui est intéressant dans cette étude quand même, c'est que à J0, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se mobiliser quand on fait un quadribloc spontané par rapport au bloc triangle fémoral. D'accord ? Bon, à J1, tout le monde va bien globalement et c'est parfait. Ça correspond aussi au moment où ils vont tous sortir, où normalement ils vont sortir et où ils se mobilisent le lendemain. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour dire que la proximalité, il n'y a pas le canal adducteur dans cette étude-là, et c'est pour ça que il y en a une après. La proximalité est, en tout cas, même si à J0 peu se mobilise, à J1 tout le monde se mobilise correctement et avec des scores analgésiques et une concentration de morphine faible. Pour terminer, le canal adducteur a été aussi comparé avec ce tri et quadribloc. Vous avez un bloc canal adducteur avec un IPAC, ou alors on fait la même chose et on ajoute un bloc obturateur, donc en 2 injections, inguinales, donc juste au niveau médial, entre le court et le long adducteur, entre le long et le grand adducteur. Et vous avez un troisième où on rajoute le nerf cutané latéral de cuisse, comme il a été évoqué tout à l'heure par une participante. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que quand on associe un obturateur et ou un bloc cutané latéral de cuisse, on est mieux que quand ils sont absents. On va dire que l'IPAC et le bloc canal adducteur, mais qu'il n'y a pas de différence entre le tri et le quadribloc en termes d'opiacés post-opératoire, ni de consommation, ni de score de douleur. Okay. Donc l'adjonction, on peut ajouter un nombre de blocs incalculable. Il faut savoir quand même que en ajoutant simplement un obturateur, vous améliorez un petit peu le confort. Le cul latéral de cuisse n'est pas forcément intéressant. Il est intéressant parce qu'il va participer au plexus péripatellaire, en fait, qui est un anastomose entre le saphène, les branches antérieures du nerf fémoral, le cutané latéral de cuisse et aussi une partie du nerf obturateur de la branche antérieure. Mais c'est uniquement sous-cutané, c'est l'incision qui va être concernée. Ce n'est pas l'élément fondamental qui est la masse ostéo-ligamentaire et musculaire qui vont être le siège de lésions tissulaires par le chirurgien. Cette étude intéressante, je la cite parce que c'est une comparaison entre le caté au triangle fémoral versus un caté fémoral. Il n'y a pas qu'un canal adducteur, mais juste pour dire que cet auteur, c'est Jérôme Guillet à La Roche-sur-Yon, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, c'est un homme remarquable. Il a initié une étude qui est en cours d'analyse actuellement sur la douleur chronique après prothèse de genou. On l'aura peut-être dans les mois qui viennent, je l'espère, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Juste pour vous dire que le triangle fémoral, finalement, on peut faire aussi bien avec un cathéter que le bloc fémoral, on est en proximalité, mais on peut, en se mettant un petit peu en dessous, avoir un bénéfice avec un bloc sciatique associé, avec une solution diluée d'anesthésie locale. On a une mobilisation et une force quadricipitale ici, c'est le MMT qui est utilisé à J2, qui est en faveur du bloc, du cathéter ici, au triangle fémoral par rapport au
cathéter fémoral, d'accord, avec surtout, vous voyez ici une proportion de patients qui ne pouvaient pas réaliser le TUG test ou la mobilisation de la marche 6 minutes sur le tapis roulant, plus important dans le groupe cathé fémoral. Et l'efficacité analgésique était similaire dans les deux études. Et ils ont même fait des dosages plasmatiques d'anesthésique locale. Il n'y avait pas de différence statistique dans les deux groupes. Je termine pour vous dire que l'analgésie doit faciliter la mobilisation. C'est un élément fondamental de notre pratique. Et ce n'est pas ni le chirurgien, ni les tutelles qui doivent vous imposer des choses. Regardez vos pratiques et c'est d'abord nous qui devons raisonner du pré, per et en post-opératoire. La déambulation précoce, ça ne préjuge pas de la qualité de la réhabilitation post-opératoire. Ça, c'est un élément fondamental, ni de la chronicisation ou pas des douleurs post-opératoires. Je vous ai mis des références en plus, vous pourrez les lire. Je n'ai pas eu le temps de les détailler, mais elles sont très importantes. C'est multifactoriel et site dépendant. Quand je dis site dépendant, c'est là où vous travaillez. Les hôpitaux ne sont pas les mêmes, le nombre de patients, le nombre d'opérateurs, le nombre de flux ne sont pas les mêmes et l'organisation au sein de vos structures est différente. Donc là aussi, il y a une très grosse proportion de site dépendance, d'efficacité, de choix de technique. Dans un contexte de fast track, en tout cas, je ne parle pas d'ambulatoire forcément, mais de mobilisation précoce et de sortie précoce du patient, l'évidence anatomique est plutôt dans le cadre de soulager le patient avec un bloc proximal, ne pas oublier de couvrir le territoire sciatique. Si votre opérateur préfère faire une infiltration en postérieur qu'un bloc sciatique, là encore, la discussion doit être ouverte et c'est tout à fait faisable. Regardez comment ils infiltrent en postérieur, regardez un petit peu, ils prennent une aiguille verte intramusculaire, on ne fera jamais d'ALR avec une aiguille verte comme ça dans un tissu incroyable, enfin l'aiguille intramusculaire, bon après c'est une discussion, mais là encore il faut discuter avec eux parce qu'ils ont des éléments aussi pertinents quelquefois à discuter. Le cathéter peut-être l'utiliser, oui, je dis, il y a encore un papier très intéressant publié par l'équipe marseillaise l'année dernière, le BJA, sur les chirurgies. Il y avait très peu de chirurgie membrane, il y avait surtout de la chirurgie de l'épaule, que le cathé c'est mieux que le single shot. La stratégie en cours, je vous ai juste évoqué, il y a les blocs distaux, les blocs de nerfs géniculaires, ça fera l'objet d'une autre présentation à l'ASFAR, donc je n'en parle même pas. Le HIPAC, une autre forme, c'est des grands volumes d'anesthésie locale injectés dans le canal de Hunter avec 30-40 millilitres en proximalité pour espérer que ça descende en haut, que ça descende en bas et que ça diffuse avec un petit peu, comme l'a montré quelquefois aussi Philippe Gauthier, vers le territoire du plexus poplité. Mais ça, il n'y a aucune étude randomisée contrôlée pour l'instant. Et je vous remercie de votre attention.